Bonjour à tous et bienvenue. J'espère que vous allez merveilleusement bien. Je suis Yannick le magicien et je suis particulièrement heureux de vous retrouver aujourd'hui en bonne compagnie. Car si j'ai choisi ce décor particulier, c'est bien évidemment pour parler d'Égypte ancienne et de jeux. Car rappelez-vous, nous avions déballé ensemble Cléopâtre et la Société des architectes. Et je vous avais montré pour l'occasion Cléopâtre et la Société des architectes. Voici venu le moment où j'ai choisi de partager avec vous, comme promis, l'explication, le survol des règles, une comparaison de ces deux jeux. Vous allez voir, il y a du matériel. Je rappelle que cette vidéo s'adresse à ceux qui ne connaissent pas du tout le jeu et qui veulent voir si le jeu leur convient ou pas, et à ceux qui connaissent déjà le jeu et pour lesquels ça va faire un rappel salutaire. Vous êtes prêts ? Bah alors, c'est parti! À Gizeh, le nez du grand sphinx vient de tomber. Et Cléopâtre est rentrée dans une colère folle. Pour l'apaiser, la Société des architectes a demandé à ses membres d'unir leurs efforts pour lui construire un nouveau et magnifique palais près d'Alexandrie. En dépit d'une intense compétition, le chantier progresse rapidement. Mais quelque chose se trame. Des rumeurs courent au sujet de réunions clandestines entre certains des confrères et des membres de sociétés secrètes. Des amulettes et d'étranges sculptures à l'effigie de Sobek, le dieu crocodile, font leur apparition dans divers recoins du palais en construction. Saurez-vous devenir l'architecte le plus célèbre et le plus riche de tout le royaume du Nil, assis sur une montagne d'or? Ou bien la tentation vous conduira-t-elle à signer un pacte insensé avec les adorateurs corrompus de Sobek, vous acheminant vers une mort certaine dans le ventre de l'animal de compagnie préféré de Cléopâtre, son crocodile sacré. Tel est le pitch de Cléopâtre et la Société des architectes. Mais avant de parler de cette version que nous avons, souvenez-vous, déballée ensemble, je vous invite à reparler de Cléopâtre et la Société des architectes, la toute première version parue à l'époque chez Days of Wonder, toujours des mêmes auteurs, Bruno Cathala et Ludovic Maublanc. Déjà, nous allons voir qu'il y a une petite différence au niveau des joueurs. Cette version se pratique de 3 à 5 joueurs. Et nous verrons plus tard que celle-là, c'est de 2 à 4 joueurs. Alors, très rapidement, revenons sur l'idée géniale de cette édition, qui à l'époque proposait donc de construire le palais de Cléopâtre en utilisant le verso de la boîte. C'était donc le verso de la boîte que nous vidions, retourné, qui, vous voyez, constituait les murs du palais. Donc la mise en place, nous plaçons la boîte comme ceci. L'esplanade devant, et nous avons déjà l'armature qui servira au palais. Alors, malgré ce que le jeu pourrait laisser paraître ou pourrait laisser croire, ce n'est pas un jeu collaboratif. Effectivement, nous interprétons tous le rôle d'architectes qui vont collaborer, participer à l'érection du monument, du plus beau des palais, chacun en construisant une partie. Mais nous allons être en compétition les uns avec les autres, justement pour s'attirer les faveurs de la reine en construisant les parties les plus prestigieuses. Donc il y a un seul vainqueur dans la partie. Alors, la mise en place. Donc une fois que nous avons placé la boîte et l'esplanade, chaque joueur va donc recevoir
Une aide de jeu qui, ma foi, est très détaillée, avec un résumé du tour de jeu, un descriptif des cartes et surtout, nous allons le voir, un descriptif des éléments constitutifs du palais qui sont dans la carrière. Nous choisissons une couleur et chaque joueur va recevoir 2 petites statues d'Anubis. Voilà, donc je vais prendre par exemple les oranges que nous allons placer devant nous, à côté de l'aide de jeu, et nous allons recevoir toujours à notre couleur une pyramide en 3D. Une pyramide qui, vous le voyez, a une petite encoche à la façon de tirelire. Que nous plaçons bien correctement devant nous. Alors ensuite, nous allons prendre le gros paquet de cartes. Alors pour le paquet de cartes, il y a une préparation assez spéciale. Nous allons mélanger le paquet, le couper en deux, choisir une partie, la retourner, face visible, et nous allons ensuite reconstituer le paquet. Et nous allons cette fois-ci bien mélanger le paquet. Ce qui donne un paquet de cartes, finalement, avec des cartes qui seront pour moitié face visible, pour moitié face cachée. Près du plateau de jeu, nous allons faire ce que nous allons appeler le marché. Le marché, ça va être 3 piles de cartes. Donc je les prends dans le sens où elles arrivent. Là, j'ai la chance qu'elles arrivent toutes face visible. Et nous allons ensuite distribuer 3 cartes à chacun des joueurs. 3 cartes et 3 cartes. Le reste constituera la pioche. Donc nous prenons ces cartes-là. Tu peux les prendre. Là, je te mets en contribution. Et donc, ces cartes-là vont être cachées, forcément, et il faut savoir que dans la partie, nous ne pouvons pas en avoir plus de 10. Si malgré tout, à un moment où on note de la partie, on a plus de 10 cartes en main, on a un choix à faire. Tout d'abord, on reçoit une pénalité obligatoire d'une amulette de corruption, et nous allons voir un petit peu ces amulettes tout à l'heure. Et nous allons devoir jeter toutes les cartes pour n'en conserver que 10 au final. Deuxième choix, nous allons pouvoir garder toutes nos cartes. Et pour chaque carte en excédant au-delà de 10, nous allons devoir prendre une amulette de corruption. Ensuite, pour terminer, nous allons recevoir chaque joueur 3 petits navires à sa couleur. Bien sûr, vous voyez, il y a une couleur pour tous les joueurs. Donc, les marchands du Nil orange sont des navires que je mets devant moi. Et 5 talents. Alors les talents, c'est la monnaie un petit peu égyptienne. Vous voyez, il y avait de la monnaie qui va de 2, 1. Donc on va en prendre. On va prendre 2 de 2 et 1. Voilà, ça fait 5. Il faut qu'il y ait une valeur de 5. Et une fois que tout est prêt, nous pouvons commencer à jouer. Alors, c'est très rapide comment se déroule un tour de jeu. À chaque tour, les tours sont très rapides, on va avoir le choix entre 2 actions. C'est-à-dire on va devoir choisir de faire une action et une seule parmi 2. D'accord? Donc la première, ça va être d'aller au marché. Dans le marché, nous avons vu, au début, c'est 3 cartes. Je choisis tout d'abord une des 3 colonnes. Au début, c'est constitué que d'une seule carte. Puis, je refournis chaque pile d'une carte de la pioche. Le joueur suivant fait de même. Pareil, il refournit chaque colonne d'une carte de la pioche, etc. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, nous allons avoir toujours 3 piles constituées alternativement de cartes face visible et face cachée. Souvenez-vous, on ne peut pas avoir plus de 10 cartes. Une fois que... Donc ça, c'est l'option marché. D'accord? Bon.
La deuxième action, c'est donc de construire le merveilleux palais de Cléopâtre, le cœur du jeu. Donc pour cela, nous avons ce petit plateau, voilà, qui doit être à disposition de main de tous les joueurs. Nous avons regroupé un petit peu l'ensemble des éléments qui vont constituer le palais et qui sont regroupés sur cette tête de jeu. Voilà, nous avons chaque joueur à sa disposition cette aide sur l'aide de jeu, tous les éléments constitutifs du palais, ainsi que les cartes nécessaires aux constructions, ainsi que les bonus. Nous allons, pour les construire, devoir réunir une certaine combinaison de cartes qui sont regroupées. Alors, ces cartes, on n'en a pas beaucoup parlé. Quelles sont-elles? Nous avons les matières premières qui servent à la construction. Matières premières, il y a du bois, il y a de la pierre, il y a du marbre de Carrare et du lapis lazuli. Et nous avons aussi besoin d'artisans pour construire. Donc, en fonction des combinaisons que nous allons faire ici, par exemple, on va prendre le premier élément qui sont les murs. Les murs qui sont les plus nombreux, il y a 9 murs à construire, qui font le pourtour du palais, sauf le devant, et qui se placent de cette manière, 3 de chaque côté. Alors nous allons le construire ensemble parce que vous allez voir à la fin ce que donne réellement le palais. Sachant que nous avons 6 éléments à construire, mais que la partie est faite pour que nous n'arrivions jamais à l'achever ce palais. C'est-à-dire que Cléopâtre va arriver avant la fin et ce palais sera de toute façon inachevé. Et ça va participer un petit peu au suspense du jeu, vous allez voir. Donc nous avons construit les murs. Pour chaque pan de mur, il va donc nous falloir réunir un artisan, un bois et une pierre. Je défausse ces cartes et je construis mon pan de mur. Et bien sûr, j'ai une récompense. Je gagne 3 talents, donc les murs rapportent 3 talents, plus j'ai un bonus, plus 1 talent pour les mosaïques. Alors nous le verrons à la fin, les mosaïques qui jouxtent ce mur. Parce qu'il y a aussi une combinaison entre plusieurs éléments. Sachant que si j'ai une main de cartes qui me permet de construire un deuxième élément, je gagnerai un bonus de plus 2 talents. Et si je peux construire 3 éléments dans le même tour, ou plus, là j'aurai de toute façon un bonus de 3 talents en plus. Donc vous voyez, les talents, ça peut aller très très vite. Supposons maintenant que il me manque, on va rester sur les murs, il me manque, voilà, j'ai mon bois, j'ai ma pierre, mais il me manque mon artisan. Et c'est là que je peux jouer mes marchands du Nil qui jouent en quelque sorte comme une sorte de joker à usage unique. C'est-à-dire j'en ai 3 pour toute la partie, j'en défausse un là pour remplacer mon artisan, il m'en restera 2 pour tout le reste de la partie. Dernière chose concernant les cartes, c'est que parfois, nous avons des cartes un petit peu particulières. Premier type de carte particulière, ce sont des cartes corrompues. C'est-à-dire qu'elles ont été acquises, la matière première a été acquise par des marchés noirs, enfin pas dans les règles de l'art. Du coup, nous avons bien, par exemple, cette carte-là pour le lapis lazuli. Nous avons bien la ressource dite, nous l'avons même 2 fois plutôt qu'une. C'est-à-dire qu'il y a certaines ressources où on a besoin 2 fois. Mais en contrepartie, nous aurons une amulette de corruption. Nous deviendrons un petit peu corrompus. Cette amulette-là, les voici, les voilà. Nous les prenons, nous la glissons, vous voyez, dans la petite fente de la pyramide. Donc je la mets ici pour qu'on voit bien. Voilà. Et nous ne la touchons plus. Nous verrons à la fin lequel de nous sera peut-être le plus corrompu. Alors, je continue avec mes éléments. Nous avons ensuite, si je reprends un petit peu ma feuille de... Nous ne sommes pas obligés de les construire dans cet ordre-là, bien sûr. Nous avons les sphinx. Les sphinx vont sur l'esplanade. Ils vont
voyez. Alors là, par contre, c'est vrai qu'ils se construisent toujours dans cet ordre-là. Le numéro 1, le numéro 2, tu vois, il y a des petits chiffres, part et d'autre. Les sphinx, voilà. Alors, il est à noter que nous avons la petite figurine de Cléopâtre qui est là. Cléopâtre qui vient voir, qui démarre sur sa case ici, et qui, chaque fois qu'un élément est constitué, terminé, c'est-à-dire les murs, quand j'ai posé mes 9 barres de murs, de la même manière quand j'aurais posé mes 6 sphinx, elle avance. Elle avance d'une case. Donc vous comprenez bien que s'il y a 6 éléments, effectivement, quand elle arrivera à la case 5, la partie se terminera, il y aura un élément, on ne sait pas encore lequel, qui ne sera pas terminé. Et donc le jeu se poursuit. Nous allons ensuite faire le petit trône qui se place à gauche sur les jardins de Babylone, qui se compose lui de 2 éléments. Donc vous voyez, entre les murs où il y en a 9 et la partie du trône où il y en a 2, certaines parties se termineront plus rapidement que les autres. 2 encore avec les obélisques, qui sont sur l'esplanade aussi. Voilà. Nous avons enfin les portes, qui elles se situent devant. Et pour finir, nous avons la partie jardin. La dernière partie que nous devons construire, qui est un petit peu particulière, consiste à occuper les jardins de Babylone par ces pièces-là qui sont des mosaïques. Ces mosaïques sont des pièces recto-verso qui sont constituées de formes toutes différentes les unes des autres, qui ne sont pas sans rappeler le jeu du Tetris finalement. Et nous devons les placer sur le jardin comme ceci. La particularité, c'est que vous voyez le jardin, il y a des palmiers. Chaque fois que nous disposons une pièce qui recouvre une case palmier, nous gagnons un talent supplémentaire par case recouverte par la mosaïque. Il faudra faire attention aux cases qui sont près du bord. Parce que nous avons vu tout à l'heure que lorsque nous construisons des murs, nous pouvons avoir un bonus en fonction des cases de mosaïque directement en contact avec le pan de mur que nous venons de poser. Par exemple, si je construis cette mosaïque-là avant que ce mur soit posé, ou qu'un de mes adversaires d'ailleurs pose ce mur, celui qui viendra mettre ce mur-là aura un bonus, très bonne affaire d'ailleurs, de 3 talents en plus. Dernière chose, concernant les mosaïques un petit peu particulières, nous avons vu les palmiers, les pans de mur, nous avons aussi la possibilité de créer des petits espaces. Vous voyez là, il y a un cas vraiment sympa, un exemple vraiment sympa. Si je prends cette pièce en forme de L et que je viens la placer là, c'est vraiment une bonne affaire puisque je couvre l'intégralité des palmiers présents ici. Je suis en contact avec 2 pans de mur différents. Mais si au contraire, je choisis de la poser de cette manière-là, je crée un espace vide. Vous voyez, il y aura forcément des espaces vides. Cet espace vide, je peux le revendiquer et en faire un sanctuaire. Et c'est à ça que me servent les 2 statues d'Anubis. Je pourrais donc avoir moi-même 2 sanctuaires. Et je poserai une statue dans le jardin pour revendiquer la propriété de ce sanctuaire. Et vous allez voir à la fin de la partie à quoi se sert ce sanctuaire. Et donc le jeu se poursuit. Donc quand nous avons terminé un élément, nous avançons Cléopâtre d'une case en direction du palais. Mais surtout, vous voyez, nous avons un petit peu une petite esplanade ici, avec la croix de l'Ancre, des petits dés que nous avons placés là. Et nous allons jeter, le joueur qui termine les jette. Donc là, j'ai beaucoup de chance, c'est la face qu'il faut faire, c'est donc la face blanche. Mais pour chaque croix que j'obtiendrai, je place le dé sur l'esplanade des offrandes.
Et effectivement, au bout d'un moment, supposons que tu termines la prochaine partie, il n'y aura plus que 3 dés à jeter. Là, manque de bol, j'en refais 2. Je place les 2 qui restent. Chaque fois que je fais une croix, je la place. Et quand j'aurai jeté le dé et que j'aurai obtenu la dernière croix, ici, donc, quand j'aurai construit cette petite pyramide de dés, nous devrons faire une offrande au grand prêtre. Pour ce faire, nous allons voir les talents que nous aurons gagnés le long de la partie, parce que nous aurons gagné de l'argent, et nous allons en choisir un certain nombre que nous allons placer secrètement dans notre main. On va mettre, les mains c'est comme une enchère à point fermé, finalement, nous allons tous mettre notre main au milieu de la table lorsque nous allons révéler la somme pour laquelle nous sommes disposés à faire des offrandes. Le premier joueur aura une chance terrible, il pourra retirer 3 amulettes de corruption dessous sa pyramide. Le deuxième, par contre, recevra une amulette. Le troisième en recevra 2, etc. etc. Effectivement, l'intérêt, c'est de pouvoir payer pour se défausser de ces amulettes, parce que de toute façon, l'argent sera perdu. Voilà. Et nous devons jeter ces dés à chaque fois que nous procédons à une construction. Au niveau des cartes, pour terminer, pour être tout à fait complet, il y a quelques cartes particulières que je n'ai pas expliquées parce que je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais elles sont savoureuses. Il y a un mendiant, une courtisane, un vizir, un scribe, un contrebandier, un ambassadeur, des personnages qui rendent un petit peu, qui ajoutent un petit peu de piment dans la partie, et même des trompe-l'œil pour faire passer une matière première dans une autre. Pour la beauté du jeu, nous allons disposer l'intégralité des pièces de mosaïque qui restent, si j'y arrive. Donc vous voyez, tout rentre, il y a des espaces, et on peut revendiquer des sanctuaires, moi, ou, bien évidemment, mes adversaires. Voilà, qui fait finalement une configuration que je vois assez sympa, même si dans la réalité, je le rappelle, nous n'arriverons jamais à cette configuration où tous les éléments seront constitués. La 5e partie du palais construite, Cléopâtre atteint la 5e case, la partie se termine. Il est l'heure de faire les comptes. À ce moment-là, très rapidement, nous allons regarder ce qu'il y a sous notre pyramide, combien d'amulettes de corruption nous avons. Si nous avons des sanctuaires, nous allons pouvoir défausser des amulettes. Alors, une manière de les défausser, c'est de placer, statue d'Indumis comprise, une amulette dans chaque case de sanctuaire qui nous appartient. Et donc là, vous voyez, j'ai fait une bonne affaire puisque j'en ai plus. Mais en réalité, j'en aurai sûrement davantage au cours d'une partie. Donc à la fin de la partie, le joueur auquel il reste le plus d'amulettes, lui, est jeté en pâture au crocodile. Donc lui, il a perdu la partie. Ensuite, nous continuons à faire le décompte en comptant le nombre de talents qu'il nous reste, sachant que si nous avons eu la chance, l'opportunité de garder des marchands du Nil, chaque marchand du Nil, comme vous le voyez au verso, a une valeur de 3. Et c'est donc le joueur le plus riche qui a gagné la partie et qui devient l'architecte préféré de Cléopâtre, qui aura contribué le plus à rendre ce palais aussi merveilleux. Voilà donc les règles très sommaires de Cléopâtre et la Société des architectes, première version. Maintenant, je vous propose de regarder, de faire le comparatif avec Cléopâtre et la Société des architectes, nouvelle version.
Voici donc à expliquer Cléopâtre et la Société des architectes. Il s'agit grosso modo du même jeu avec quelques petites différences. La première, évidemment, c'est au niveau matériel. Comme vous le voyez, le palais n'est plus question de boîte pour construire le palais. Le palais se construit avec des éléments plastiques et cartonnés, pour ce qui est double cartonné d'ailleurs, pour ce qui est des jardins de Babylone, l'esplanade et Cléopâtre, qui sont donc avec des figurines peintes. Ensuite, nous avons les pyramides en dur, avec la petite fente. Alors, je rappelle que c'est du matériel issu de la campagne Kickstarter, qui est donc un petit peu plus luxueux que celui qui se trouve dans le commerce. La mise en place, finalement, reste la même. Chaque joueur prend devant lui une pyramide. 2 statues d'Andumis à sa couleur, dont on va garder les oranges. Donc vous voyez l'autre différence, c'est que pour marquer sa statue, nous avons des rondes couleurs classiques. Voilà. 2 statues chacun. Nous allons prendre les talents. Alors les talents dans cette version sont un petit peu différents puisqu'il s'agit ni plus ni moins de scarabées dont le verso comporte la valeur du talent. Donc là, pareil, nous avons 1, 2, 5 et ce symbole-là qui veut dire 10. Et nous allons faire comme tout à l'heure, prendre une valeur de 5. Donc là, effectivement, nous comprenons que nous pouvons avoir la valeur cachée. L'autre élément notable aussi sont les amulettes de corruption qui sont métallisées. Un petit mot sur la différence d'édition des cartes au niveau du dos, les anciennes et les nouvelles. Donc là, vous voyez déjà le code couleur qui a été choisi pour la nouvelle version, qui est le vert pour ce qui est des matières premières. Ceci afin de les différencier des matières corrompues qui apparaîtront en rouge. Voilà. Et ensuite, effectivement, comme vous pouvez le voir, le nom des matières n'apparaît plus. Ils ont préféré la symbolique. La préparation concernant les cartes reste la même. Nous avons toujours les matières premières ainsi que les artisans. Nous devons couper le paquet en 2 parties, en retourner une et mélanger les 2 parties de manière à avoir un seul et unique paquet constitué de faces, de cartes face cachée et face visible. Alors, comme vous le voyez, il semble qu'il y ait énormément de cartes et nous allons encore en rajouter tout à l'heure. Nous allons prendre, comme tout à l'heure, 3 cartes chacun et nous pourrons ne pas en avoir 10. Les règles restent les mêmes. Et nous allons faire le marché qui se situe ici. Vous voyez, nous avons un nouveau plateau. Alors, au début, je rappelle que nous ne plaçons qu'une seule carte dans chaque pile. Le marché est très petit. Et qui seront, pareil, comme nous l'avons dit tout à l'heure, en colonne. Et il sera constitué de la même façon de cartes face visible, face cachée, aléatoirement. Le principal changement, puisque je ne vais pas expliquer une deuxième fois les règles du jeu, qui sont toutes les mêmes, nous allons quand même tout de même construire le palais pour voir un petit peu la différence. Les différences sont, vous le voyez au niveau du marché, puisque nous avons toute cette batterie d'espace disponible, et où nous allons avoir des tuiles à disposer, et ces tuiles correspondent finalement aux cartes qu'il y avait dans l'ancienne version, qui étaient dans l'ancienne version inclus dans le paquet de cartes et qui sont désormais sous forme de tuiles. Chaque personnage ayant des pouvoirs. Au début, nous les disposons aléatoirement sur chaque espace
disponibles. Au niveau des tuiles personnages, nous avons donc l'architecte, le vizir, le marchand, le mendiant et le contremaître. J'ai placé les cartes de l'ancienne version dessus, donc seuls subsistent des personnages de l'ancienne version, le vizir et le mendiant, qui n'avaient pas du tout les mêmes pouvoirs, comme nous allons le voir. Exit les autres personnages de l'ancienne version, le contrebandier, l'ambassadeur, le scribe, la courtisane et des petits artifices comme le trompe-l'œil. Ils ont choisi une disposition un petit peu particulière puisqu'il n'y a pas d'écriture dans cette version du jeu, mais plutôt des hiéroglyphes qui permettent de comprendre un petit peu l'effet de chaque tuile. Donc par exemple, nous avons la tuile du contremaître qui permet pour la phase de construction d'avoir 2 artisans de moins. Nous avons ensuite le mendiant qui nous permet de piocher 4 cartes. Nous avons le vizir qui lui permet de se rendre à la fois au marché donc, et à la carrière. C'est donc les 2 icônes qui sont là. Nous avons l'architecte qui est là, où nous gagnons 4 scarabées pour chaque pièce que l'on construit. Voilà. Et enfin, nous avons le marchand qui peut construire, nous pouvons construire ici avec 2 ressources de moins. C'est ainsi qu'on aura l'occasion de choisir parmi tous les personnages. Ou pas, puisqu'on n'est pas obligé de les choisir. Si je les choisis, donc je paie le coût indiqué, c'est-à-dire les 3 scarabées, plus, par exemple pour le cas du vizir, la pénalité des 2 amulettes de corruption. J'utilise son effet qui me permet d'agir, je le rappelle, à la fois au marché et à la fois en phase de construction. Et il va prendre la dernière place qui fait que tous les personnages basculent vers la gauche et lui se place tout à fait à droite. Ce qui fait qu'il devient le personnage avec le coût le plus élevé. Alors évidemment, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus le personnage est à l'extrémité à droite, plus il va coûter cher. Le prix est donc variable, il y a toute une stratégie d'anticipation à mettre en place. Voilà la grande différence. Donc ensuite, comme je l'ai dit, l'aide de jeu, qui est donc uniquement visuelle, a opéré une sorte de simplification, puisque chaque élément effectivement est répertorié sur l'aide de jeu, mais au lieu d'avoir les matières premières bien définies, comme le bois, comme le marbre, le lapis lazuli, nous allons donc avoir des matières premières, faire des collections finalement, puisque si je prends le cas des, alors nous allons le construire pareil, des sphinx, nous pouvons voir sur l'aide de jeu qu'il me faut donc un ouvrier et 2 matières premières semblables. Donc effectivement, nous avons les sphinx. Et en contrepartie, la récompense sera donc de 3 talents plus un talent par sphinx déjà construit. À noter qu'il n'y a plus l'ordre non plus avec les petits numéros qu'il y avait dans l'ancienne version qui aidaient à construire les sphinx face à face. De la même façon, nous allons construire ce palais en disposant tous les éléments. Nous avons donc le trône, constitué toujours de 2 parties. Alors comme vous le voyez, les parties sont juste assez somptueuses. Si j'arrive, voilà. La porte devant. Hop, hop, hop. Alors, si vous voyez que ces pièces-là semblent
complètement se positionner facilement, c'est que vous pouvez voir, il y a un système d'aimant qui est au verso, qui rend très agréable la disposition des différentes pièces. Très agréable et très facile surtout. Voilà, c'est ainsi que l'on voit le beau palais se construire en vis-à-vis de l'autre, si on peut dire. Voilà, donc je remonte une nouvelle fois les aimants. Et nous terminons par les obélisques qui ont leur emplacement dédié, hein, toujours. Et voilà. Un petit peu de la même manière que l'autre jeu, nous verrons jamais ce palais se construire dans sa totalité, puisqu'effectivement vous voyez que Cléopâtre sur son chemin n'a que 5 cases, il y a toujours 6 éléments. L'autre différence aussi, c'est que nous n'avons pas la pyramide D de l'ancienne version. La procédure a été réduite à sa plus simple expression. Comme vous pouvez le voir, il y a sur la trajectoire de Cléopâtre, il y a juste une ligne de démarcation ici, qui fait que lorsqu'elle passe de la case 3 à la case 4, nous allons faire une offrande au grand prêtre, de la même manière, sauf que nous allons prendre dans notre main les scarabées, en choisissant leur valeur. Et c'est la même chose, hein. Celui qui aura misé, qui aura offert le plus de points en scarabée, aura le droit de défausser 3 amulettes de sa pyramide. Le deuxième devra prendre une amulette. Le troisième, 2 amulettes. Et puis, etc. Si on joue sur une partie à 4 joueurs, ben, le dernier prendra 3 amulettes. Toujours dans sa petite pyramide que je montre ici. Voilà en gros les changements. Je n'ai pas mentionné la dernière partie du palais constituée par les cases de mosaïque, hein, les mosaïques qui sont en acrylique. Donc ces nouvelles pièces sont de toute beauté, hein, recto verso. Donc elles s'utilisent de la même façon que dans l'autre jeu. Si elles recouvrent les cases de palmier, elles rapportent une récompense en talent supplémentaire. Si de plus elles sont adjacentes à un élément de porte qui n'a pas été encore posé, elles rapportent un bonus. Et nous pouvons, là aussi, de la même façon, faire, j'y arrivais, des sanctuaires où nous pourrons poser nos jolies statues d'Anubis de manière à en revendiquer la possession. Ce qui, à la fin de la partie, rappelez-vous, nous permet de défausser autant d'amulettes de corruption que de cases. Alors, le jeu de base est exactement le même, puisqu'ensuite on calcule à la fin de la partie, lorsque Cléopâtre atteint la case 5, nous regardons celui qui a le plus d'amulettes. Le plus d'amulettes est jeté en pâture au crocodile de Sobek. Et nous faisons le total des talents, ou des scarabées plutôt, dans cette version que nous avons. Et le plus riche gagne la partie. Un petit mot, quand même, des variations qui sont pour la plupart apportées par les extensions, car ce jeu arrive avec pas moins de
5 extensions. Donc voilà les 5 extensions apportées par le jeu, chacune d'entre elles avec son lot de matériel supplémentaire. Donc nous avons les architectes du lointain qui arrivent avec 4 cartes de plus. La sagesse de Bastet qui arrive avec 10 cartes de plus et une figurine de Bastet. Les caprices de Cléopâtre qui arrivent avec un gros dé, un énorme dé et un assortiment de petits tokens, de petites tuiles. Le culte de Sobek qui arrive avec des ajouts aux feuilles de référence et 3 superbes figurines. Et enfin, directement lié à cette extension, nous avons la variante Sobek qui rajoute encore 4 cartes de plus et un petit token. Voilà. Alors, il faut noter que chaque extension arrive avec son lot de cartes, notamment les règles, qui sont en anglais. L'ensemble de ces extensions amène vraiment beaucoup de matériel supplémentaire. Nous allons les examiner les unes après les autres, en commençant par les architectes du lointain. Il y a 4 nouveaux architectes qui arrivent des pays étrangers, dont le nombre varie en fonction des joueurs. Alors, les architectes du lointain est une extension constituée de 4 cartes seulement que nous allons soigneusement mélanger au début du jeu et que nous allons placer près de la carrière. Lorsque Cléopâtre atteint la première case du plateau, les architectes vont être dévoilés. Il y aura un seul architecte pour une partie à 2 joueurs, 2 architectes pour une partie à 3 joueurs et 3 architectes pour une partie à 4 joueurs. Il y a toujours un qui ne joue pas. Lorsque les 2 ou les 3 architectes ont été dévoilés, chaque joueur va procéder à une enchère secrète à point fermé, comme nous avons vu pour l'offrande. Celui qui aura gagné l'enchère aura le droit de choisir l'architecte de son choix, suivi par le deuxième, etc. En cas d'égalité, c'est le joueur qui aura eu le privilège de déplacer Cléopâtre qui choisira. A noter que le dernier, celui qui aura misé le moins ou qui n'aura rien misé, celui-là n'aura le droit à aucun architecte. Et donc, les architectes qui n'auront pas été retenus retourneront dans la boîte. Alors en gros, ces architectes se divisent en 2 catégories. Un qui va agir sur la carrière, 3 qui vont agir sur le marché. Alors celui qui va agir sur la carrière, comme vous pouvez le voir sur la symbolique, va nous permettre d'utiliser des ressources rouges, c'est-à-dire des ressources corrompues, nous l'avons vu, sans pour autant recevoir en pénalité des amulettes de corruption. C'est-à-dire qu'il peut être assez intéressant. Les architectes qui vont agir sur le marché, ils sont 3. Donc, nous pouvons voir, le premier va nous permettre d'augmenter notre main jusqu'à 10 cartes et plus, sans pour autant avoir la pénalité d'amulettes de corruption. Le deuxième va nous permettre directement d'utiliser un des personnages du marché, sans pour autant payer la pénalité de la même sorte en amulette de corruption. Très intéressant aussi. Et le dernier va nous permettre, nous le voyons ici, de choisir 2 colonnes sur le marché à la condition que l'une des 2 colonnes choisies soit la plus petite. Voilà, donc ici par exemple, je pourrais choisir la plus grande et la plus petite, ou celle-ci, à condition toujours de prendre la colonne du milieu qui sera la plus petite en nombre de cartes. Deuxième extension à apporter son lot de matériel, les caprices de Cléopâtre. Au niveau de la préparation, nous allons prendre l'ensemble des petites tuiles, il y en a 7, les retourner face cachée côté cube, bien les mélanger et les placer à côté de la surface du jeu. Moi je les place à côté du marché. Le gros dé, nous allons le lancer et le garder sur la face sur laquelle il a atterri. Le principe est très simple. Lorsque un joueur construit l'élément qui est indiqué sur la face du dé, il choisit une des tuiles, la retourne et bénéficie, applique son pouvoir.
Ensuite, il relance le dé. Nous avons ici un sphinx. Dès qu'un joueur construira un sphinx, de la même façon, il prendra une tuile, la retournera et appliquera son pouvoir. Je vous propose de regarder plus en détail l'ensemble des pouvoirs conférés par ces petites tuiles qui, ma foi, sont assez sympathiques de prime abord. Donc toujours la symbolique. La première permet d'avoir donc une valeur de 3 scarabées. Voilà, 3 points. La deuxième permet de défausser 2 amulettes de corruption. Ça, c'est pas mal non plus. Celle-ci est un petit peu particulière. Dès qu'on la prend, on va la garder près de soi, dans sa surface de jeu. Et à la prochaine fois que nous aurons besoin à la carrière de 2 artisans, ma foi, elle remplacera 2 cartes artisans. La troisième, qui est peut-être une de mes préférées, finalement, c'est que chaque adversaire va nous donner un scarabée. Voilà, comme l'indiquent les petites flèches. Ici, nous avons sur le marché, nous pouvons voir que nous allons prendre une colonne du marché, à condition que la colonne que nous choisirons soit la plus petite. Ici, de la même façon que les artisans au-dessus, nous allons la garder dans notre surface de jeu, celle-ci. Elle nous vaudra 2 ressources au choix lorsque nous construirons un élément du palais. Et enfin, la dernière, qui est, ma foi, assez succulente également, c'est que chaque adversaire, comme les flèches l'indiquent, reçoit une amulette de corruption. Troisième extension, le culte de Sobek, qui vient avec 4 petits ajouts sur la feuille de référence, et surtout 3 magnifiques statues de Sobek. Donc, j'en profite pour revenir un petit peu sur les coûts de construction. J'ai dit tout à l'heure que les différents éléments bénéficier d'une simplification extrême, et c'est vrai qu'on l'a vu pour les sphinx avec un artisan et 2 cartes semblables, et lorsqu'il y a des couleurs différentes comme ça, c'est des associations différentes. Par exemple, pour le trône, qui est la pièce peut-être la plus compliquée à construire, il faudra donc 3 artisans et une ressource différente de chaque type, donc 4 ressources différentes. Voilà, ce qui fait que pour en revenir au culte de Sobek, pour cette extension, nous allons nous munir du petit ajout que nous venons placer au-dessous de la feuille de référence. Et là, tout est expliqué pour la construction d'une statue de Sobek. À savoir, la première condition, c'est qu'il faut déjà avoir un sanctuaire à soi avec une statue d'Anubis, de manière à ce que nous puissions le revendiquer. À partir de ce moment-là, si cette condition est respectée, nous pouvons, avec un artisan et une ressource de chaque type, prendre une belle statue de Sobek et venir la placer dans le même sanctuaire, à côté de notre statue d'Anubis. C'est que nous allons ajouter de la corruption dans ces jardins. Lorsque les 2 statues sont dans notre sanctuaire, Cléopâtre ne bouge pas, n'avance pas de case, ce qui peut freiner, ralentir sa progression. Autre précision concernant Sobek, le nombre de statues varie en fonction des joueurs. Pour 2 joueurs, nous en aurons qu'une, pour 3 joueurs, nous en aurons 2, pour 4 joueurs, nous aurons les 3 statues de disponibles. Le principal intérêt de Sobek se situe à la fin du jeu. Nous avons vu tout à l'heure que chaque statue d'Anubis nous permettait de nous défausser d'une amulette de corruption par case de notre sanctuaire. Eh bien, la statue de Sobek, elle, nous permettra de doubler la mise. Chaque case va permettre de recevoir 2 amulettes de corruption à la place d'une. Donc, inutile de vous dire que ça peut aller très vite et que les conséquences peuvent être très importantes à la fin du jeu. Alors, nous avons ensuite la variante Sobek. La 4e extension, la variante Sobek, est directement liée à l'extension précédente. Elle est constituée de 4 cartes et nous allons placer ces 4 cartes
près de la surface de jeu. Lorsque nous construirons une statue de Sobek, nous aurons alors le choix de prendre une des 4 cartes et de bénéficier de son pouvoir. Le principe est simple. Nous avons vu que les statues de Sobek peuvent avoir une grosse influence à la fin du jeu. Si nous choisissons de jouer avec cette variante-là, et ces cartes-là nous permettent d'apporter pas mal de variations très intéressantes. La première fonctionne avec le petit token que voici, et qui va se placer directement à proximité de la statue de Sobek que nous avons construite. Elle permet juste d'utiliser les pouvoirs dont nous avons parlé, c'est-à-dire qu'à la fin du jeu, chaque statue récolte permettra de défausser 2 amulettes de corruption. Les 3 autres cartes, quant à elles, confèrent un pouvoir différent aux statues de Sobek. La première est très sympa, c'est chaque fois que nous allons construire un sphinx, eh bien, chaque adversaire va recueillir une amulette de corruption. La deuxième est un petit peu similaire. Chaque fois que nous allons construire un élément central de mur, donc je rappelle, il s'agit de cet élément-là, avec les têtes de chat, voilà. Chaque adversaire va également recevoir une amulette de corruption. Alors, ces 2 cartes sont parfaites pour pourrir la vie des autres. Et la dernière, ma foi, fonctionne un petit peu pareil finalement, puisque chaque fois que nous allons construire un élément de porte, une obélisque ou bien un élément du trône, chaque adversaire va nous donner une valeur de 2 scarabées, ce qui va considérablement augmenter notre trésor de guerre à la fin. Dernière extension qui va nous permettre d'introduire Bastet avec cette très jolie figurine. Enfin, la dernière des 5 extensions, la sagesse de Bastet, arrive avec 10 cartes Bastet et une très jolie figurine de la déesse à tête de chat. Alors, au niveau de la préparation, nous allons, vous le voyez, ces cartes-là ont le même dos que les cartes ressources et artisans. Nous allons donc les mélanger avec le gros paquet de base. À partir de ce moment, lorsqu'un joueur choisira dans le marché de prendre une colonne avec une carte Bastet, immédiatement, il placera devant lui la statue. Il défaussera la carte contre une valeur de 3 scarabées. À partir de ce moment-là, à chaque fois que son tour reviendra et qu'il aura toujours cette statue devant lui, il gagnera encore une fois une valeur de 3 en scarabée, ce qui augmentera considérablement son petit trésor de guerre. Lorsqu'un joueur prendra une autre colonne avec une carte Bastet, eh bien, il viendra à son tour faire la même procédure, prendre la carte, la défausser contre 3 scarabées et attendre le prochain tour. Si nous prenons du marché une nouvelle carte, nous aurons alors, encore une fois, un bonus de 3 en scarabée. Donc effectivement, c'est une variante qui peut très influencer pour beaucoup le choix de notre pile de marché. Voilà, somme toute, l'étendue des grosses différences qu'il peut y avoir entre les 2 jeux. Vous le voyez là, pour une des rares fois, j'aurai devant moi les 2 palais intégralement construits. Donc vous voyez un petit peu ce que ça représente en termes de qualité, de différence, de dimension.
Eh bien, nous voilà parvenus au stade où nous avons fait un survol pratiquement exhaustif des règles des 2 éditions, un survol qui devrait vous permettre de jouer très rapidement et de partager des moments conviviaux avec vos amis, votre famille, qui que ce soit, car un des principaux atouts de ce jeu, quelle que soit son édition, je le rappelle, c'est qu'il est accessible aux non-joueurs. Vous pourrez ainsi jouer avec vos enfants, vos grands-parents, des amis qui ne sont pas du tout habitués à ce style de jeu, apprécieront grandement de voir se construire le palais de Cléopâtre sous leurs yeux. Alors, très rapidement, un petit résumé pour conclure. Cléopâtre et la Société des architectes. L'édition Day of Wonder, version 1, on pourrait appeler aujourd'hui la V1. Donc les principales différences. Nous avons une charte graphique différente. Julien Delval, qui a fait les illustrations, qui n'est pas mentionné sur la boîte de jeu, contrairement à Miguel Coimbra, dont le nom figure à côté des 2 auteurs, Ludovic Moublan et Bruno Catala. C'est une différence de charte graphique et finalement les 2 ont fait un excellent travail sur leurs éditions respectives. La version de Day of Wonder bénéficie de tout le savoir-faire de cette maison d'édition en termes qualité. C'est vraiment une tour de force d'avoir réussi à mettre un grand jeu dans une boîte de ce format-là, une boîte classique. Donc je rappelle tout de même la différence aussi en termes de joueurs, de 3 à 5. Ici, nous sommes de 2 à 4. C'est un jeu clé en main. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus à ajouter, rien de plus à retrancher. Nous avons ici la version 2 de Morito Studio, donc qui est phénoménale. C'est l'édition de tous les superlatifs en termes de qualité. C'est un jeu incontestablement qui fait partie déjà des plus beaux jeux de ma collection. C'est une merveille, c'est une beauté visuelle étourdissante, éblouissante que de voir ce palais se construire sous nos yeux. Je pense que ça va contribuer grandement au plaisir de vos joueurs. Les différences en termes de mécanique sont ici, vous l'avez peut-être vu, ils ont supprimé un petit peu la part de hasard. À savoir que les offrandes qui se faisaient avec la pyramide de dés, ici, n'existent plus. Cléopâtre franchit la ligne de démarcation. Dans toutes les parties, il y aura un processus d'offrande et pas plus, alors que là, on pouvait varier très honnêtement entre, j'ai fait des parties avec 0 offrande et d'autres avec 1, 2 ou 3. Donc ce hasard n'existe plus. Le hasard des personnages qu'on pouvait récupérer dans d'autres mains n'existe plus aussi, puisque là, nous les avons toujours à disposition par le processus du marché. Nous aurons libre choix de les activer, de s'en servir, de les utiliser ou pas. La seule part de hasard qui subsiste dans cette édition sera le hasard des cartes face cachée. Un jeu peut-être au final plus simple, mais qui offre des sensations différentes en tout cas. Afin d'enrichir le jeu, je ne saurais trop vous conseiller d'utiliser les 5 extensions que nous avons détaillées ensemble et qui apportent pas mal d'interactivité, de variété au jeu, sans l'alourdir finalement d'une manière trop importante. Pour terminer, j'avais hésité à l'époque sur l'acquisition de cette extension, et c'est vrai qu'il est aujourd'hui une tendance à reprendre les grands jeux classiques et de les ressortir sous une version de luxe, avec un matériel agrémenté, upgradé, on va dire. Et j'avais peur finalement que cette édition fasse doublon. Il n'en est rien, puisqu'on a vu que les mécanismes sont différents. Et puis, je voulais dire aussi que cette édition, cette petite boîte, sera facilement transportable lors de mes soirées jeux, contrairement à celle-ci. Donc, l'épaisseur, le poids, la préciosité, j'ai envie de dire aussi, font qu'elle ne quittera certainement pas ma collection. Voilà, c'était donc une explication très sommaire des jeux Cléopâtre et la Société des architectes. Une comparaison entre les 2 versions, la très belle version déjà pour l'époque de Day of Wonder, comme vous le voyez, qui utilisait la boîte, et la version Deluxe, je le précise, qui est sortie par Quickstarter. Je pense que les différences qui sont dans la nouvelle version, qui sont dans le commerce, sont minimes.
D'après ce que j'ai pu voir, outre la peinture, c'est surtout les pyramides qui se retrouvent finalement comme dans la première version en carton. Mais je ne veux pas m'avancer parce que je ne l'ai pas vu très précisément, je ne l'ai pas eu en main. J'espère que cette présentation vous aura éclairé, vous aura donné envie de jouer à ce très très beau jeu, parce que le plaisir des yeux compte beaucoup. Je pense en tout cas, y compris que sans compter que les mécanismes sont assez séduisants. Le jeu a bénéficié d'une simplification, mais finalement il peut s'enrichir avec les extensions que les auteurs ont eu la judicieuse idée d'incorporer. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, à me dire ce que vous pensez de ce jeu, et notamment sur Réplication, parce que c'est là que je vous répondrai le plus facilement. D'ici là, je vous dis, amusez-vous bien, portez-vous bien, car la vie est un jeu, ne l'oubliez pas. Et tous les deux, nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle partie de jeu. Et d'ici là, portez-vous bien! Alors, tu as compris, tu as tout compris. Ah oui, 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 il est très beau ce jeu. Il est très très beau.